Mon gendre a levé sa coupe devant 200 personnes, et il m'a fixé droit dans les yeux. Puis il a lâché, calmement, comme si c'était une blague. Certains viennent de vraies familles. Et d'autres viennent de la poubelle de la classe basse. Les rires ont explosé dans la salle. Ma fille a baissé les yeux. Et moi, je suis resté immobile. J'avais gardé le silence pendant des mois. J'avais avalé les humiliations. J'avais fait semblant de ne pas le reconnaître. Tout pour elle. Tout pour ne pas gâcher son bonheur. Sauf qu'au fond de ma poche, j'avais une preuve. Une preuve sur un simple petit clé USB. Une vérité enterrée depuis 23 ans. Et à l'instant précis où il m'a appelé aux poubelles devant tout le monde, j'ai compris, c'était le moment. Même si ça devait me coûter ma fille pour toujours. Si cette histoire te touche au cœur, abonne-toi maintenant. Chaque jour, je partage une histoire qui peut changer ta façon de voir le monde. Et dis-moi en commentaire d'où tu nous écoutes. Je m'appelle Isoro Peña Villagrán. J'ai 77 ans, et ce soir, je viens de détruire le mariage de ma fille unique. Pas parce que je le voulais. Mais parce qu'après des mois à avaler la honte, après des mois à faire semblant, après avoir vu ma propre chair avoir honte de moi. Il a franchi la ligne. Et quand on a vécu 77 ans en portant des vérités que personne ne veut entendre. Il arrive un moment où le silence pèse plus lourd que les conséquences. Il y a des insultes qu'un homme peut encaisser. Des regards qu'il peut ignorer. Des humiliations qu'il peut avaler. Mais quand quelqu'un te traite de poubelle devant ta fille, devant 200 personnes, avec ce sourire qui dit « Tu ne feras rien ». Quelque chose se brise en toi. Et après ça, il n'y a plus de retour. Je suis debout au milieu de la salle de réception la plus luxueuse que j'ai jamais vue. Des lustres gigantesques pendent au plafond comme des araignées de cristal. Des nappes blanches en soie, si parfaites qu'on n'ose même pas les toucher. Des fleurs importées qui valent plus que 3 mois de mon loyer. Tout brille. Tout sent l'argent. Et moi, je suis là, dans un costume emprunté. Des chaussures trop vieilles que j'ai frottées jusqu'à m'en faire mal aux doigts. Et j'ai l'impression que tout le monde peut lire sur mon visage ce que je suis. Un vieux pauvre. Un concierge à la retraite. Un père qui n'appartient pas au monde de sa fille. Les invités me regardent comme si j'étais fou. Comme si j'étais un aigri qui ne supporte pas de voir sa fille heureuse. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui vient de se passer. Il y a 30 secondes, l'écran géant derrière la scène a arrêté de diffuser les photos du couple. Fini les images de Dario et Amaya souriant à la plage, s'embrassant sous la pluie, posant devant un coucher de soleil. À la place, quelque chose d'autre est apparu. Quelque chose que j'ai gardé 23 ans. Quelque chose que j'aurais dû montrer depuis le début, mais que la peur, la lâcheté et l'amour d'un père m'avaient empêché de révéler. Et maintenant, c'est là. En haute définition. Devant tout le monde. Impossible d'éteindre. Impossible d'effacer. La vérité est sortie, et c'est moi qui l'ai libérée au pire moment possible. Ou peut-être, au seul moment où elle comptait. Ma fille, Amaya, est assise à la table d'honneur, pâle comme un fantôme. Elle me fixe avec un mélange d'horreur et d'incompréhension qui me déchire. Elle a 32 ans. Avocate d'affaires dans un grand cabinet. Une robe de mariée qui coûte plus que ce que j'ai gagné en 5 ans. Cheveux parfaits. Maquillage impeccable. Ongles brillants. La mariée parfaite, dans le mariage parfait. Enfin, ça l'était, jusqu'à il y a 30 secondes. Là, maintenant, elle me hait. Je le vois dans ses yeux. Elle me hait parce que j'ai ruiné le plus grand jour de sa vie. Parce que j'ai détruit son conte de fées devant tout le monde. Mais elle ne comprend pas encore. Que ce jour était ruiné depuis l'instant où elle a choisi de l'épouser. Mon gendre s'appelle Dario Lertor Abazan. 48 ans. Chef d'entreprise respectable. Famille riche depuis des générations. Un nom qui ouvre les portes. Le genre d'homme qui sourit parfaitement, et que tout le monde croit sans poser de questions. Grand, séduisant, sûr de lui a la confiance de ceux qui n'ont jamais dû se battre pour survivre. Tout le monde l'adore. Ses amis l'admirent. Ses associés le respectent. La famille d'Amaya l'a accueilli à bras ouverts. Il voit en lui un bon parti. Un homme sérieux. Un homme qui offrira une belle vie à ma fille. Mais moi je connais la vérité. Je sais qui est vraiment Dario Lertor Abazan.
parce qu'il y a 23 ans, quand il avait 25 ans, trop d'argent et zéro conséquence. Moi, j'étais gardien de nuit dans l'immeuble où vivait sa famille. Et lui, il m'a transformé la vie en enfer. Je ne vais pas mentir, pendant longtemps, j'ai voulu croire qu'il avait changé. On change, non. Les jeunes cruels mûrissent. Les riches arrogants apprennent l'humilité. C'est ce que je me répétais chaque fois que je le voyais m'adresser cette politesse glacée, calculée, devant Amaya. « Ah, comment allez-vous, Don Isoro? Vous avez besoin de quelque chose? Je suis à votre service. » Des mots parfaits. Mais dans ses yeux, je voyais toujours la même chose. Une étincelle amusée, une supériorité tranquille, ce plaisir silencieux de savoir que je le reconnaissais, et que je ne dirais rien. Et il avait raison. Je n'ai rien dit. Quand Amaya me l'a présenté il y a 2 ans, dans mon petit salon mon vieux canapé, ma télévision d'occasion, et j'ai serré les dents et j'ai souri. Je lui ai serré la main, alors que chaque fibre de mon corps voulait hurler. Me dégage de la vie de ma fille. Quand il m'a invité dîner chez lui, dans sa gigantesque villa, jardin, fontaine, luxe insolent. Il m'a traité comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Et moi, j'ai joué le jeu. J'ai fait semblant de ne pas le connaître. J'ai joué le père humble, reconnaissant, heureux que sa fille ait trouvé quelqu'un d'aussi bien. Et quand il a commencé à faire des remarques à Amaya sur ma façon de m'habiller, mon accent, mes manières, je baissais la tête. Je cherchais à être moins moi. J'ai changé mes vêtements. J'ai changé ma manière de parler. J'ai essayé de rentrer dans leur monde. Tout pour elle. Tout pour ne pas être le père qui ruine le bonheur de sa fille avec un passé que personne ne croira. Mais ce soir, devant 200 personnes, coupe de champagne français à la main, Dario a décidé de me rappeler ma place. Il faisait son discours. Il parlait de sa famille, de ses réussites, de cette nouvelle étape. Et d'un coup, il m'a regardé. Dans les yeux. Et il a dit. Certains viennent de familles de vraies valeurs. D'autres viennent de la poubelle de la classe basse, et ils ont eu de la chance de se mélanger à des gens meilleurs. Il a ri. Les invités ont ri avec lui. Et ma fille n'a rien fait. Elle est restée assise, lèvres serrées, regard détourné, comme si moi j'étais le problème. Comme si moi j'étais la honte qu'il fallait cacher. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la vengeance. Pas de la rage. Quelque chose de plus profond. La certitude absolue que si je ne faisais rien maintenant, je finirais ma vie comme le père humilié, le vieil homme en trop, celui qui ne colle pas au décor. Je mourrais en étant l'homme qui a tout avalé. Qui s'est laissé écraser. Qui a choisi le silence plutôt que la dignité. Et elle passerait sa vie mariée à un homme libre, souriant, seulement parce que moi, je n'avais jamais eu le courage de parler. Alors je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Mais je me suis levé. Je suis allé vers la régie son et projection, là où un jeune technicien gérait la musique et les présentations. Dans ma poche intérieure, je touchais la clé USB depuis le début de la soirée, comme si c'était une bombe. Je l'ai sortie. Je la lui ai donnée, main tremblante. Je veux que tu mettes ça à l'écran. Maintenant. Sans son au début. Juste les images. Il m'a regardé, perdu. Mais quelque chose dans ma voix, dans mes yeux, l'a fait obéir. Il a branché la clé. Quelques secondes plus tard, il a hoché la tête. C'est bon. Et moi, je me suis éloigné avant de craquer. L'écran a changé. D'abord, une image noire et blanc, floue, granuleuse. Un vieux couloir. Des escaliers en marbre usé. Puis, un groupe de jeunes hommes riant, se bousculant, visiblement alcoolisés, peut-être drogués. Et au milieu, plus jeune, mais impossible à confondre. Dario. À côté, sur les marches, au sol, la tête en sang, un homme de 63 ans. Un homme qui rentrait simplement chez lui après une longue journée de travail. Un homme bon. Un homme innocent. Un homme qui est mort 3 jours plus tard, à cause de cette chute. La salle est devenue silencieuse. Un silence si dense que j'entendais mon cœur cogner dans mes oreilles. Et avant que Dario ne puisse inventer une explication. Avant que quelqu'un ne puisse arranger ça. J'ai marché jusqu'à la scène. J'ai pris le micro. Et j'ai dit les seules phrases qui comptaient. Cet homme s'appelait Efren Salcedo.
J'ai perdu mon travail cette nuit-là parce que je n'ai pas pu prouver ce qui s'est passé. Lui a perdu la vie. Et l'homme qui l'a tué vient de me traiter de poubelle de classe basse. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, vous devez savoir comment tout a commencé. Vous devez savoir qui j'étais avant de devenir le père embarrassant. Le vieux invisible. L'homme que personne ne regarde. J'ai travaillé 43 ans comme concierge et gardien de nuit. 43 ans à nettoyer les sols que d'autres salissaient sans y penser. 43 ans à protéger des immeubles où je ne vivrai jamais. 43 ans à être vu comme un meuble, utile, mais invisible. Et pourtant, je ne me suis jamais plaint. Parce que j'avais ce que beaucoup de ces riches n'avaient pas. Un but. Une raison de me lever le matin. J'avais une fille. Amaya est née quand j'avais 45 ans. Sa mère, Sophia, était une femme douce, rire facile. Couturière. Elle m'a aimé malgré tout, malgré mon peu d'argent, malgré ma vie dure parce que je lui donnais au moins ça, l'honnêteté et le travail. Nous étions heureux, tous les trois, dans un petit appartement ouvrier. Mais le bonheur ne dure jamais autant qu'on voudrait. Sophia est morte quand Amaya avait 7 ans. Un infarctus brutal, à l'arrêt de bus. Un jour elle nous embrasse au front. Le lendemain, elle n'est plus là. Et moi, je me retrouve seul avec une petite fille qui me regarde avec 1000 questions. Où est maman? Quand est-ce qu'elle revient? Pourquoi tu pleures, papa? Je ne savais pas répondre, mais j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai changé mon horaire. J'ai travaillé la nuit pour être avec elle le jour. Je dormais 3 ou 4 heures, puis je me levais, petit déjeuner, œufs brouillés, pain grillé, jus d'orange, assis à la petite table de cuisine où Sophia s'asseyait avant. Je l'emmenais à l'école en la tenant par la main. Je vérifiais ses devoirs l'après-midi, même quand je ne comprenais pas tout. Et quand elle s'endormait, serrée contre son vieux nounours, moi je partais travailler. Nuits entières dans des couloirs vides. Porte à vérifier. Ombre à surveiller. Et à l'aube, je rentrais épuisé, pieds douloureux, yeux rouges. Et Amaya était déjà réveillée. Prête pour un nouveau jour. Et tout valait la peine. Parce qu'Amaya était brillante. Pas brillante parce que je suis son père. Brillante, objectivement. Meilleure note. Concours de maths, d'orthographe, de sciences. À 10 ans, elle lisait des romans que des adultes trouvaient difficiles. À 12 ans, elle écrivait des histoires que ses profs voulaient publier. Je la regardais étudier, concentrée, se mordant la lèvre inférieure comme sa mère et je me disais. Tout ce sacrifice vaut le coup. Elle a obtenu une bourse complète pour étudier le droit dans la meilleure université privée de la ville. J'ai pleuré le jour où la lettre est arrivée. Elle a obtenu son diplôme avec mention. Puis un poste dans un cabinet prestigieux. En un mois, elle gagnait ce que je gagnais en un an. Elle a déménagé dans un quartier que je ne connaissais que de loin. Et j'étais heureux pour elle. Vraiment. Mais, j'ai commencé à sentir une distance. Au début, des petites choses. Papa, dit appartement, pas de petit appart. Papa, ne dit plus gardien. Dit sécurité privée. De petites corrections. De petits ajustements. Comme si ma façon de parler, de vivre, d'exister, devait être retouchée. Une fois, devant ses collègues, elle m'a présenté comme maintenance de bâtiments corporatifs, comme si le mot au concierge était une honte. Et ce jour-là, en voyant ses joues rouges et son sourire forcé, j'ai compris. Ma fille s'éloignait. Pas parce qu'elle ne m'aimait plus. Mais parce que je ne rentrais plus dans son nouveau monde. J'étais le rappel d'où elle venait, et elle voulait l'oublier. Et puis, le pire est arrivé. Elle a rencontré Dario. Amaya est arrivée un jour chez moi, rayonnante. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a pris les mains, comme quand elle était petite. Et il est incroyable. Réussi, intelligent, gentil, je crois que c'est le bon. Elle a parlé de lui pendant 1 heure, un événement de networking, un dîner, il me traite comme une reine. Je souriais. J'étais heureux de la voir amoureuse. Puis elle a dit. Je veux que tu le rencontres. Je veux que tu vois que j'ai trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui prendra soin de moi comme toi tu l'as fait. Et quand il est entré par la porte de mon petit appartement, j'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. C'était lui. Aucun doute. Le même visage juste plus mûr. Les mêmes yeux clairs.
Le même sourire arrogant, caché sous une politesse parfaite. Dario Lertora-Bazan. Le jeune riche du bâtiment Monte Cristo, celui qui me traitait de poubelle. Celui qui, avec ses amis, avait poussé Efren Salcedo dans des escaliers. Et maintenant, il était dans mon salon, assis sur mon vieux canapé, buvant le café que je lui avais préparé avec des mains tremblantes, comme si nous étions de parfaits inconnus. Il m'a serré la main. Enchanté, Don Isoro. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu l'étincelle. Il m'avait reconnu. Et ça l'amusait. Énormément. Mais moi, je n'ai rien dit. Pas une phrase. Je répondais à ses questions avec des mots courts, en contrôlant le tremblement de mes mains, en évitant de renverser le café. Parce que chaque fois que je le regardais, je voyais deux hommes superposés. Celui, propre et courtois, assis chez moi. Et le monstre d'il y a 23 ans. Et le pire, c'est qu'il le savait. Je le voyais dans sa manière de me regarder quand Amaya détournait les yeux. Ce plaisir silencieux. Je sais que tu sais. Et je sais que tu ne parleras pas. Après cette première visite, il a commencé à venir plus souvent. Toujours poli en surface. Toujours impeccable. Mais dès qu'Amaya quittait la pièce, il lâchait de petites phrases. Jolie maison, petite, mais accueillante. On apprend à vivre avec ce qu'on a, hein. C'est beau, un père aussi présent, avec votre travail et tout. Ça doit être dur. Chaque mot était un rappel. Tu n'es rien. Et Amaya ne voyait rien. Elle était amoureuse. Totalement convaincue d'avoir trouvé l'homme parfait. Si je disais. Il me connaît. Elle penserait que j'invente. Si je disais. Il est impliqué dans la mort d'un homme. Elle penserait que je deviens fou. Alors je me suis tu. J'ai avalé ma rage. Et j'ai gardé un secret que je savais devoir révéler un jour. Je ne pensais pas que ce serait à leur mariage. Devant tout le monde. Avec la preuve qui attendait depuis 23 ans dans l'ombre. Pour comprendre ce que cette vidéo représente, je dois vous ramener 23 ans en arrière. Au Monte Cristo. Un complexe résidentiel de luxe dans le quartier le plus cher de la ville. 16 étages de verre et d'acier. Salle de sport avec coach privé. Piscine chauffée sur le toit. Des résidents qui gagnaient en une journée ce que je gagnais en un an. Moi, j'étais gardien de nuit. De 22h à 6h. 8 heures à marcher dans des couloirs silencieux en marbre importé, à vérifier des portes d'appartements qui coûtaient plus que ma vie entière. C'était solitaire, mais honnête. Et j'en avais besoin. Amaya avait 9 ans. Elle dépendait de moi. Je ne pouvais pas perdre ce travail. Au début, ça allait. Le responsable, Urbano Figueroa, me traitait comme un être humain. Il me demandait souvent. Comment va ta petite, Isoro? Elle sait déjà faire du vélo? Il m'a même donné un vieux vélo, en bon état, pour qu'Amaya marche moins. Je croyais avoir trouvé un endroit où travailler en paix. Mais la paix ne dure jamais. Parce qu'un jour, les Lertora sont arrivés. Famille de vieil argent. Nom ancien. Influence. Contact. Pouvoir. Ils ont pris le Penthouse au 14e, terrasse privée, vue sur toute la ville. Le père, Braulio Lertora, costume sombre, supériorité naturelle. La mère, Ilse, froide comme la glace, bijoux plus brillants que le hall. Et le fils, Dario, 25 ans. Au début, il semblait sympa. Puis j'ai commencé à voir les détails. Ses regards. Ses rires avec ses amis. Et les blagues. Il laissait des déchets devant sa porte pour que je les ramasse. Il crachait dans l'ascenseur et disait. Gardien, on dirait que quelqu'un a sali. Tu peux nettoyer. Et ses amis riaient. Et moi, je nettoyais en silence. Parce que dans un immeuble comme ça, les résidents paient ton salaire. Et toi, tu es remplaçable. Il y avait 20 personnes prêtes à prendre ma place. Alors j'avalais. Mais Dario a escaladé. Une nuit, il cachait les clés du local technique. Une autre, il appelait la réception à 3 heures du matin. J'ai vu un suspect dans le couloir. Je montais en courant. Parfois l'ascenseur était en panne. Je montais 14 étages. Et je les trouvais là, morts de rire, en train de me filmer comme un clown. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé.
Vendredi 22 avril. Il pleuvait fort. 2 heures du matin. Je faisais ma ronde. Quand j'ai ouvert la porte de l'escalier de secours au 8e étage, j'ai entendu des voix, des rires, des bouteilles. J'ai entrouvert la porte. Ils étaient là. 5 ou 6 jeunes hommes, whisky cher, yeux rouges, gestes lourds. Et au centre? Dario. J'étais figé. Mon instinct me disait, interviens. Ma peur me disait, tu vas perdre ton boulot, et plus. Alors j'ai attendu, caché dans l'ombre. Encore 2 minutes. Ils vont partir. Et c'est là que l'ascenseur s'est ouvert. Un homme est sorti, fatigué, portant un sac de nourriture. Efren Salcedo. Appartement 807. 63 ans. Veuf depuis 5 ans. Comptable. Un homme bon. Il me saluait toujours avec un respect sincère. Il demandait des nouvelles d'Amaya. Il me donnait parfois des tamales. Pour vous et votre petite. Cette nuit-là, il voulait juste monter, réchauffer son dîner, dormir. Mais les jeunes l'ont vu. Et Dario, avec ce sourire que je vois encore dans mes cauchemars, a dit quelque chose comme « Regardez, le vieux comptable ». Ils ont ri. Et comme si c'était un jeu, ils l'ont poussé. Pas brutalement au début. Presque pour rire. Dario a mis son pied en travers. Efren a trébuché, a voulu s'agripper à la rambarde. Un autre l'a poussé dans le dos. Et il a basculé. J'ai couru. J'ai crié. Non. Trop tard. Je l'ai vu tomber. 5 marches. 10 et 15. Son corps frappant le béton, encore. Et quand il s'est arrêté au palier du 7e. Il était immobile, bouche contre le sol, un lac de sang sous sa tête. Il respirait, difficilement, avec un bruit humide qui m'a glacé. Et eux. Ils avaient disparu. Comme des fantômes. J'ai appelé l'ambulance, main tremblante. J'ai hurlé à l'aide. Des résidents sont sortis en pyjama. Urbano est arrivé en courant. L'ambulance a mis 15 minutes. 15 heures, dans ma tête. Efren est resté 3 jours en soins intensifs. Puis il est mort. Sans reprendre connaissance. Seulement son frère Fabian était là. Et moi, j'ai essayé de dire la vérité. À Urbano. À la police. Je les ai vus. Ils étaient ivres. Ils l'ont poussé. Personne ne m'a cru. Parce que je n'avais pas de preuves. Et comme par hasard, les caméras de l'escalier étaient en maintenance cette semaine-là. Alors au lieu de chercher les coupables, ils ont décidé que c'était ma faute. Et si tu avais mieux surveillé. J'ai été licencié 2 semaines après l'enterrement. Sans indemnité. Une lettre froide. Vos services ne sont plus requis pour manquement à vos responsabilités. Signé par le propriétaire, ami proche de Broglio Lertora. Et Dario? Il a continué sa vie. Fête. Travail. Sourire. Comme si Efren n'avait jamais existé. Et moi, j'ai porté cette culpabilité 23 ans. Jusqu'à ce soir. Après mon licenciement, je suis tombé dans une dépression si profonde que certains jours, je ne pouvais même pas sortir du lit. Je n'avais pas seulement perdu mon travail. J'avais perdu ma dignité. Je me regardais dans le miroir, et je me dégoûtais. Pour ma lâcheté? Pour ne pas avoir agi plus tôt. Pour ne pas avoir protégé un homme innocent. Et le pire, c'est qu'Amaya l'a remarqué. Elle avait 9 ans, mais elle comprenait tout. Papa, pourquoi tu pleures? Je n'avais pas de réponse. Pendant 6 mois, personne ne voulait m'embaucher. Dans le milieu, on disait. Le gardien qui a laissé mourir un résident. Pas de procès. Pas d'accusation officielle. Mais une réputation détruite. Les économies ont fondu. Il y a eu des jours où Amaya et moi ne mangions qu'une fois, riz, haricots, pain dur, eau. Je la voyais maigrir et j'avais envie de disparaître. Puis, 2 mois et demi après l'incident, un mardi après-midi, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, un jeune homme était là, nerveux, regardant derrière lui comme s'il était suivi. Je l'ai reconnu, Logan Esquivel Renteria. 22 ans à l'époque. Technicien sécurité temporaire au Monte Cristo.
Il a parlé à voix basse. Don Isoro, je peux entrer? Il faut que je vous parle. C'est important. Il s'est assis sur mon vieux canapé, main tremblante, et a dit la phrase qui a changé ma vie. J'ai les enregistrements de cette nuit. J'ai la preuve de ce qui s'est vraiment passé. Je ne l'ai pas cru. Impossible. Les caméras étaient en maintenance. Il a secoué la tête et a sorti une petite clé USB noire. Les caméras officielles, oui. Mais moi, j'avais installé une caméra de secours, discrète, au 8e étage. Il y avait eu des vols. Je voulais des preuves. Cette nuit-là, elle a tout filmé. Les jeunes. Efren. La chute. Les visages. Et surtout, Dario. Mon cœur battait si fort que je croyais mourir. Logan m'a tendu la clé. J'ai fait une copie avant qu'on me vire. Oui, moi aussi, on m'a licencié 2 semaines après vous. Ils ont trouvé la caméra, détruit l'original, mais ils ne savaient pas que j'avais une copie. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Police, avocat, internet, mais moi, je ne peux pas être lié à ça. J'ai peur. Les Lertora sont puissants. S'ils savent que c'est moi, ils détruiront ma famille. Il a posé la clé dans ma main. Et il est parti. Sans au revoir. Je suis resté là, assis, tenant la vérité qui pouvait détruire Dario. La vérité qui pouvait laver mon nom. La vérité qui pouvait rendre justice à Efren. Et, je n'ai rien fait. Je l'ai caché dans le tiroir le plus profond, sous de vieux vêtements. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur qu'ils me détruisent. Peur qu'on dise que c'était faux. Peur qu'on m'accuse d'extorsion. Et surtout, peur qu'Amaya paie le prix. Alors j'ai enterré le secret. Et j'ai continué à vivre en étant un moins vivant. J'ai trouvé un autre travail, concierge dans une école publique, dans un quartier pauvre. Moins payé. Plus dur. Plus sale. Mais au moins, je pouvais nourrir ma fille. Les années ont passé. Amaya a grandi. Elle a réussi. Et moi, je suis resté l'homme de l'ombre. Et la clé USB, elle est restée dans mon tiroir, comme une épine. J'ai failli la détruire 100 fois. La brûler. La casser. La jeter. Mais une petite voix, la voix de Sophia, dans ma tête me répétait. Pas encore, Isoro, pas encore. Un jour, tu en auras besoin. Puis, 23 ans après, Amaya m'a présenté Dario. Et tout est revenu, la peur, la rage, la culpabilité, l'image d'Efren au sol. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai rouvert le tiroir. J'ai pris la clé. Et je me suis demandé. Je lui dis, et je détruis son bonheur? Ou je me tais, et je la laisse épouser un homme impliqué dans la mort d'Efren? J'ai décidé d'attendre. De vérifier. De ne pas agir dans la panique. J'ai retrouvé Logan sur les réseaux. Il avait une famille. Un travail stable. Je lui ai écrit un long message. Il n'a pas répondu pendant une semaine. Puis il a répondu. Don Isoro, c'est dangereux. Mais si cet homme va épouser votre fille, vous devez faire quelque chose. Venez à mon bureau. Il m'a aidé à convertir le fichier, à le rendre lisible partout. Et il m'a dit, très sérieux. Si vous appuyez sur Play, il n'y aura pas de retour. Votre vie va changer. Celle de votre fille aussi. Tout changera. Et me voilà, le jour du mariage, avec la clé USB dans la poche de mon costume emprunté. J'espérais encore stupidement que Dario ait changé. Jusqu'à ce toast. Jusqu'à aux poubelles de la classe basse. Là, j'ai su, maintenant ou jamais. Après la vidéo, la salle a basculé dans le chaos. Des gens criaient. Certains filmaient. D'autres appelaient des avocats, la police. Le père de Dario, Broglio, est monté sur scène, furieux. Assez. Cet homme délire. Il est sénile. C'est une tentative d'extorsion. Il m'a attrapé le bras. Sécurité. Sortez ce fou. Mais quelqu'un d'autre est monté sur scène. Un homme âgé, rapide malgré ses 70 ans. Fabian Salcedo. Le frère d'Efren. Il s'est mis entre Broglio et moi. Lâchez-le.
Cet homme vient de faire ce que je n'ai pas eu le courage de faire pendant 23 ans, dire la vérité. Et il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Merci. Une seule parole, mais j'y ai entendu 23 ans de deuil sans fin. À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Même si ça me coûtait tout. Puis une femme s'est levée au milieu de la salle. 35 ans environ. Tailleur impeccable. Démarche d'acier. Elle est montée sur scène. Moi aussi, je veux parler. Je m'appelle Nuria Estrada. Je suis journaliste d'investigation pour l'Observateur national. Et j'enquête sur la famille Lertora depuis 8 mois. Broglio a blêmi. Nuria a montré des articles, des cas, un schéma d'abus et d'impunité. Ce que vous venez de voir n'est pas juste un crime isolé. C'est une pièce centrale d'un système. Elle a sorti un enregistreur. Avec l'accord de Monsieur Peña, je veux publier cette vidéo. Je veux que le pays entier sache qui sont vraiment les Lertora. Broglio a explosé. Ridicule. On va poursuivre tout le monde. Mais pour la première fois, sa voix sonnait creuse. Parce que la vérité était documentée. Dario a tenté sa dernière carte, Amaya. Il lui a pris les mains. Amour, j'étais jeune. J'avais bu. C'était un accident. J'ai changé. Ton père se venge parce qu'il ne supporte pas que tu aies une vie meilleure. Mais Amaya a reculé d'un pas. Et dans ce petit geste, j'ai vu la fissure. Le doute. La réalisation. Puis les portes se sont ouvertes. 3 policiers sont entrés. Nuria s'est avancée avec sa carte de presse. Les policiers ont regardé l'écran, puis Dario. L'un d'eux, la cinquantaine, a dit « Tout le monde au commissariat. Monsieur Peña. Monsieur Lertora. Et toute personne impliquée. On a besoin du fichier original. Analyse forensique. Déclarations officielles. » Broglio a essayé d'intimider. « Vous savez qui je suis ? J'ai des contacts. » L'officier l'a coupé, froid. Les contacts ne changent pas une preuve vidéo. Au commissariat, un détective s'est présenté, détective Macias. Je lui ai raconté tout. Sans embellir. Puis il m'a demandé. Pourquoi avoir attendu 23 ans ? J'ai répondu. Parce que j'avais peur. Et parce que je ne voulais pas que ma fille paie. Il a hoché la tête. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Votre timing est extraordinairement intéressant. Parce qu'il y a 3 mois, on a rouvert officiellement l'affaire Efren Salcedo. Il m'a montré une photo. Guadalupe Reyes. Employée de maison chez les Lertora. Elle a dénoncé une agression violente de Dario il y a 15 ans. Menaces. Argent. Silence. Macias a ajouté. On a trouvé 6 autres cas. Votre vidéo n'est pas seulement une preuve. C'est la pièce qui nous manquait pour prouver un pattern. Je suis sorti du commissariat vers 3 heures du matin. Dehors. Logan m'attendait. J'ai vu les infos. C'est partout. Je me suis dit que vous auriez besoin d'un trajet. Sur son téléphone, tout était déjà viral. Hashtag, justice pour Efren. Des millions de vues. Et contre toute attente, beaucoup me soutenaient. Dans la voiture, Logan m'a demandé. Comment vous vous sentez, Don Isoro ? Je ne savais pas comment répondre. J'étais soulagé, terrifié, brisé, et pourtant, au fond. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 23 ans. La paix. Je me sens libre. 3 semaines ont passé. Le scandale grossissait. De nouvelles victimes parlaient. Nuria publiait presque chaque jour. Mais ma douleur la plus grande, c'était Amaya. Elle ne m'a pas parlé. Appel, message, rien. Puis un jeudi, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups doux. J'ai ouvert. C'était Amaya. Sans maquillage. Cheveux attachés. Jeans usés. Sweat gris trop grand. Épuisé. Amaigri. Vulnérable. Elle m'a regardé, et d'une voix tremblante. Papa, on peut parler ?
On s'est assis à la table de cuisine, la vieille table de notre vie. Et elle a dit. Je ne suis pas venu pour m'excuser, parce qu'une excuse ne suffit pas. Je t'ai eu honte. Je l'ai laissé t'humilier. Je t'ai fait croire que tu n'étais pas assez. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu avais raison. Sur lui. Sur tout. Et elle m'a raconté ce que je ne savais pas, le contrôle, l'isolement, la manipulation, la façon dont Dario la faisait douter d'elle-même. Elle a dit. Quand tu as montré la vidéo, mon premier réflexe a été de te traiter de jaloux, parce que c'était plus facile que d'accepter que je venais d'épouser un monstre. Elle a pleuré. Et moi aussi. Je l'ai prise dans mes bras, comme quand elle était petite. Et elle a murmuré. Je t'aime, papa. Je me suis perdu, mais je suis revenu. Elle m'a dit qu'elle allait témoigner. Qu'elle allait raconter tout ce qu'elle avait vécu. Qu'elle ne se tairait plus. Aujourd'hui, le procès est toujours en cours. Je ne sais pas comment ça finira. Je ne sais pas si la justice gagnera, ou si l'argent tentera encore de l'acheter. Mais je sais une chose. Efren Salcedo n'est plus oublié. Et moi, je ne porte plus le silence comme une chaîne. Parce que quand quelqu'un te traite comme si tu n'étais rien, tu as deux choix. Baisser la tête et mourir à petit feu. Ou te redresser et rappeler une vérité simple. La poubelle ne garde pas de preuves. Moi, si. Et toi? Est-ce que tu as déjà gardé une vérité que tu savais devoir dire? Tu t'es déjà tu par peur de perdre quelqu'un? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi. Chaque jour, une nouvelle histoire, qui pourrait être la tienne. À la prochaine.